Alors, je ne vais pas faire comme Norbert Wiener, qui était réputé pour faire des cours absolument dégueulasses. Auparavant, je voudrais quand même vous souhaiter une très bonne année à tous. Et Norbert Wiener disait, il faisait des cours absolument dégueulasses, où il se servait essentiellement de la même notation, de la même lettre pour 10 objets différents, et était réputé pour, d'une année à l'autre, continuer le cours, mais pratiquement avec la phrase qui suivait la dernière phrase du cours de l'année d'avant. Donc là, la distance est un peu plus courte, mais je ne vais quand même pas faire ça. Je vais faire 2-3 petits rappels, puis je vais faire un petit retour en arrière, comme ça nous servira d'échauffement. Alors, avant d'écrire des équations de HJB correspondant à ces modèles de MDZ généralisés, Mortensen-Kanzaka généralisé, je voudrais revenir un tout petit peu sur un aveu que j'avais fait en disant oui, je triche, hein, L2 n'est pas un sous-espace de L1 puisqu'on est dans l'espace tout entier. Donc il faut des poids. Alors, je voudrais vous montrer comment dans la littérature les poids sont traités et puis vous signaler une voie de contournement qui fait qu'on peut se ramener exactement à L2 sans poids. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Donc remarque. Poids, c'est donc un L2 avec un poids W, en bon français, c'est pour weight, s'injecte dans les mesures, est un sous-espace de L1, lui-même bien sûr un sous-espace des mesures bornées. Qu'est-ce que ça veut dire L2 avec un poids W? Ce sont des fonctions f, tel que f carré W soit fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cette injection soit vraie? C'est une trivialité. Donc, là-dedans, W est une fonction strictement positive. Pensez-la continue. Ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. C'est relativement clair. Il faut pouvoir contrôler la norme L1. Quand vous avez un poids comme ça, vous glissez W1,5, W-1,5, vous faites Cauchy-Schwarz et vous dites inférieur à l'intégrale de f carré W1,5, l'intégrale de 1 sur W, 1,5. Bon, bref, donc c'est évident, c'est bien connu, il faut que 1 sur W soit intégral. Et à ce moment-là, on a un poids qui fonctionne pour faire de telles injections. Alors, exemple typique. C'est du style 1 plus x2 à la puissance p sur 2. Et qu'est-ce qu'il faut pour que 1 sur W, si on est en dimension d, hein, il faut que p soit plus grand que d. C'est ça qui va assurer que 1 sur W a une décroissance suffisante pour que ce soit intégrable. Bien. Ce ne sont pas les seuls poids possibles. On verra plus tard, pour que ça marche bien, qu'on peut prendre des poids polynomiaux en termes de croissance. On peut prendre des poids exponentiels, mais au-dessus, ça ne marche plus. Alors ça, c'est purement une question d'espace fonctionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en servir de ces poids? Donc, vous vous souvenez que un des termes importants, et le terme le plus important là-dedans, c'est moins dij et jm, qui apparaît dans la dynamique pour obtenir des bornes L2. Et donc la question, c'est les bornes que j'avais obtenues en début de cours, où on obtenait des bornes L2, des bornes LP, des bornes HSP, etc. Que faire si on veut maintenant travailler dans des poids? Bon. Vous avez un DM, c'est
c'est quelque chose de stochastique, et on sait que dans les termes stochastiques, il y a des termes qui fonctionnent comme celui-ci, donc je vais reprendre tout le deuxième cours avec toutes les bornes dans L2, et je vais me contenter de regarder à peu près comment ça marche. Et puis après, on va simplifier. Alors, si vous faites ça, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ce que vous voulez écrire, c'est d sur dt de l'espérance de l'intégrale de m carré w. Donc, il y a plein d'autres termes, je commence par les trois petits points, et puis celui-ci, ça devient l'intégrale de bien di de aij m di mw. Bon, ben là, on va regarder tous les termes. Donc, le bon terme, c'est l'intégrale de aij dim djmw. Donc là, j'ai dérivé celui-ci et j'ai dérivé celui-là, qui est exactement du même tonneau que ce que l'on avait, avec simplement, au lieu d'avoir, disons, le gradient au carré de m, vous avez le gradient de m au carré fois w. Bien. Vous avez un terme qui est plus agréable, enfin qui est censé être meilleur, un dj de aij m dimw. Donc il y a déjà ce dim. Je vais tous les... Vous avez ensuite un aij, alors dimw, mais il y a aussi mw plus m diw. Sinon, je vais en mettre un peu partout. Alors, et il en reste un qui est, lorsque je dérive aij djm, et à ce moment-là, j'ai aussi le dim, il y est déjà là, et donc il reste le m diw. Bon. Alors ça, il y avait les termes en gamme, les termes stochastiques qui étaient absorbés et qui le sont exactement de la même manière absorbés par ce terme-là. Et donc vous voyez que si on reprend exactement tous les calculs du début du cours, vous voyez apparaître quelque chose comme un U gradient m carré w. Et est inférieur à quoi? Alors, est inférieur, vous voyez que dès que vous avez un DIM, vous pouvez, par Cauchy-Schwarz, le DIM au carré fois W, et ce qui va vous rester, c'est une constante fois l'espérance de l'intégrale de m carré W. Donc ça, c'est Cauchy-Schwarz sur celui-là. Donc, en isolant un peu du M et du DIM. Même chose ici. Donc, Cauchy-Schwarz, gradient M carré W. Je vais le faire un peu plus tranquillement. Le terme encore plus simple, un terme plus simple, c'est du M carré. Et vous avez du M carré, oui, M carré gradient W. On n'y voit plus rien avec mes flèches, mais... Voilà. Donc celui-là, j'en ai déjà parlé, et là, vous voyez que vous avez du m carré gradient W. Et puis là, si vous faites... du Cauchy-Schwarz là-dessus, vous voyez que vous avez du... Vous allez mettre ici un W1,5. Ah, désolé. Un W1,5, W moins 1,5. Donc à nouveau, si vous faites un Cauchy-Schwarz, vous allez prendre un peu de celui-ci, et ce que vous créez, c'est un autre terme qui est une intégrale de m carré, gradient W carré divisé par W.
à quelques erreurs de calcul près, mais en gros, c'est correct et il y a de toute façon beaucoup de marge. Bon, que dire maintenant de ce bazar? En fait, il y a zéro problème, parce que gradient W, la taille de gradient W, c'est du x à la puissance P-1. Donc ceci, c'est 1 plus x2 à la puissance P-1 sur 2. En tout état de cause, c'était mesuré par C fois W. C'est pour ça que je vous disais des poids exponentiels fonctionnent. Vous auriez des poids, et il y a des raisons profondes pour ça, vous auriez des poids qui soient exponentiels quadratiques croissants, ça ne marcherait pas, parce que le gradient croît plus rapidement que la fonction. Et c'est bien normal, parce que si vous pensez que c'est une sorte d'équation de la chaleur, bien la décroissance de la solution fondamentale, c'est des exponentielles moins x2. Hein. Donc, si on commence à rentrer dans des choses beaucoup trop violentes, il peut y avoir des problèmes. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez que donc tout ceci, ça se majore par C fois l'intégrale de m carré W, et que donc l'estimation L2 de base de début du cours est remplacée par quoi? Par le fait que le subponté de l'espérance de l'intégrale de m carré W est majoré, donc évidemment par un coup de grand val, hein, est fini. Ça, c'est l'estimation L2, elle infinie en temps à valeur dans L2. Quand je dis le sup en temps, les temps sont toujours compris entre 0 et un horizon fixé. Et vous avez que l'intégrale de 0 à grand t de l'intégrale de gradient m carré W est finie. Donc, ça vous donne une information locale, hein, c'est du H1 loc, si vous voulez, pour M, H1 de toutes les boules, et ça vous dit comment ça vous dit que ça décroît un peu plus vite grâce au poids. Bon, alors, plusieurs remarques. Donc, ça, c'est L2. Bon, LP, c'est la même chose, je vous passe les détails. Exactement les mêmes calculs. Mais quid d'autres espaces? Et les espaces importants là-dedans, si on veut avoir un espace qui, maintenant, contienne L1, il faut aller dans des Sobolev négatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les Sobolev négatifs avec poids? Donc là, il faut faire un tout petit peu attention. Le plus important étant H-1. Alors, une manière de s'en tirer, et ça va nous faire aller vers cette astuce qui n'est pas assez utilisée et qui est pourtant triviale, c'est d'observer que l'information, donc c'est une autre remarque, hein, c'est que si vous avez que l'intégrale de f carré W plus l'intégrale de gradient f carré W est finie, c'est équivalent à dire que Fw1,5 est dans H1. Alors attention, ce n'est pas vrai pour tous les... et à équivalence des normes. Ce n'est pas vrai pour tous les poids, c'est vrai pour des poids qui sont bien fichus, vous allez voir ce dont on a besoin. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre le gradient de ceci et comment. Vous voyez que la norme L2, évidemment, c'est la bonne. La question, c'est la norme des gradients au carré. Donc la norme L2 est intégrée et il nous faut comprendre pourquoi ces deux termes sont comparables, sachant que l'intégrale de f carré W est inférieure à 1, par exemple. On travaille sur la boule unité. Alors, donc on calcule le gradient de f W1,5 et son intégrale au carré. Alors, donc ça vous fait l'intégrale de gradient f carré plus fois W plus l'intégrale de f carré fois, je vais l'écrire comme ceci, gradient de W1,5
qui est donc un quart de gradient W sur W1,5 au carré. Donc vous voyez réapparaître la même expression que précédemment. Donc, et il reste le double produit que je vais maintenant gérer. Celui-ci, je pourrais le regrouper avec le double produit, mais je vais faire simple. Celui-ci, on a déjà vu que ce terme-là est inférieur à C fois W, et donc, comme on contrôle déjà la norme L2, c'est pas grave. Donc, ce terme-là, il est OK. Le double produit, c'est quoi? Alors, il y a 2, il y a 1,5 de la dérivée là-dedans. Donc, il y a un gradient F W1,5 fois F gradient W sur W1,5. Donc les W1,5, sauf erreur de ma part, s'en vont. Alors le plus simple, c'est effectivement, comme c'est d'usage lorsqu'on travaille avec des poids dans L2, c'est de dire que ça, c'est le gradient de F carré sur 2, d'intégrer par partie, et donc vous récupérez moins intégrale de F2 sur 2 fois Laplacien W. Bon. Laplacien W, c'est la même chose. Quand on dérive une fois, on gagne une décroissance sur X par rapport à W. Mais que le Laplacien, on en gagne 2. Bon, peu importe, de toute façon, le Laplacien W, il est aussi majoré par C fois W. Vous voyez, c'est toujours l'exponentielle qui est le cas limite. Et donc, la différence entre ce gradient-là et ce gradient au carré à un poids, ce sont des termes qui ne dépendent que de la norme L2 de FW, et ça montre l'équivalence des normes. Alors ça, du coup, c'est beaucoup plus pratique, parce que vous voyez que l'espace avec poids, c'est vraiment dire que FW1,5 est dans L2. Et puis là, ce qu'on vient à voir, ce sont des estimations sur F, à savoir M, W1,5, H1. Bon, l'espérance de la norme H1 carré, etc. Vous voyez donc la chaîne d'espace qui se profile, si on pense les choses comme ceci, c'est de parler de MW1,5 dans HS, S étant un réel quelconque. Bon, donc là, et vous voyez que lorsque vous calculez la norme H-1 de M, le 1,5, on s'en fout le 1,5. Le 1,5, c'est remplacer P en P sur 2, c'est toujours le même type de poids. Alors simplement, P étant plus grand que D, le P sur 2 est uniquement plus grand que D sur 2, mais ça c'est vraiment un détail. Donc là, ce que vous voyez, c'est que si vous voulez calculer dans la norme H-1 de ça, c'est ce que c'est. Alors ça peut se faire, on peut obtenir les estimations a priori, il n'y a pas de problème. Mais il y a une voie de contournement, une fois qu'on se dit, mais au fond, pour mesurer la régularité, ce que l'on fait, c'est prendre la solution et la multiplier par W1,5. Le plus simple, c'est de regarder quelle est l'équation satisfaite par MW1,5. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Et on s'apercevra que c'est à nouveau un modèle de type MDZ. Et simplement là, on pourra prendre des conditions initiales qui sont dans L2, qui sont... donc on se sera ramené au cas précédent, le sport favori des mathématiciens. Donc, que dire là-dessus? Alors, je vais faire une vinérerie, c'est-à-dire que W1,5, je vais toujours l'appeler W. Et pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas trop de confusion, j'ai pas envie de me traîner des 1,5 partout qui ne servent à rien. Ouais, je vais l'appeler W bar. Allez, hop.
Et je prends m de z et l'équation de m de z et j'écris dm w bar. W bar est une fonction de x indépendante du temps et qui est évidemment totalement déterministe. Donc il s'agit de multiplier tous les termes de l'équation au dérivé partiel stochastique par W bar. Alors, bon, on y va. Tant qu'à faire, je vais tout de suite rajouter. Donc il y a tout cet opérateur dans lequel il va falloir rentrer W bar. Et il y a la partie stochastique. Donc je ne vais pas écrire avec des indices, hein. Gamma est une matrice, mais bon, on commence à y être habitué. Et j'omets le contrôle, hein. Tout ça, ça dépend d'un contrôle, mais ça, c'est un calcul purement algébrique, hein. Bon. Alors commençons par le terme stochastique. Ben, évidemment, vous avez envie de rentrer le W à l'intérieur. Et un W bar qui manque. Si vous faites ça, vous avez moins divergence de gamma m W bar. Et ce qu'il y a en trop, vous avez rajouté avec un moins, donc il faut que je le soustrais, ça devient un plus. Ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à gamma m gradient W bar. Donc je n'écris pas les indices, hein, c'est un gamma IJ, un dBJ, etc. Bon, ben, celui-là, vous pouvez très bien. Vous divisez par W bar. Vous mettez m W bar. Ben, plus un h m W bar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de corriger le h. Avec quelque chose qui est bien foutu, hein. Gradient W bar, il décroît plus vite que W bar, donc ça c'est une fonction C infinie qui tend vers 0 à l'infini comme 1 sur x. Et donc vous voyez que le terme stochastique, c'est un nouveau terme, c'est comme dans m de z, mais vous avez changé le h. Bon, on va observer exactement la même chose sur les autres termes. Et donc, bah, c'est ce que je vais faire maintenant, en espérant... Non. Alors, déjà, on va faire rentrer une première fois un DI de W dans le DJ de AIJ M. À nouveau, ce qu'il y a en trop, c'est le DIW, DJ de AIJM. Bien? Qui ressemble beaucoup au terme qui est ici. Mais donc celui-là, je vais le réécrire dans un instant. On va juste continuer. Et donc il y a un moins DI de BI MW. Là, j'ai rentré le W. Et il faut que je rajoute toujours pareil. Divergence de B fois MW. Il y a des barres, j'avais dit que je mettais des barres. Bon. OK. On continue. Tout ce bazar-là. Donc il faut que je rentre le double bar à l'intérieur. Donc si je fais ça, j'ai un moins DAIJ de AIJ
mw bar. Ça, c'est exactement ce que je voulais. C'est une nouvelle équation pour mw bar. Ce faisant, quel est le terme que je manque? C'est le terme où je vais dériver, donc c'est un plus di de djw bar ijm. OK? On va y arriver. Hein. Si je fais ça, OK? Le deuxième terme, je vais rentrer le diw bar à l'intérieur. Donc c'est un plus dj de ij diw bar fois m. Je divise par w bar, je multiplie par w bar. OK. Ça, c'est le deuxième terme. Je ne sais plus exactement. Non. Ouais, donc là, tout est bon. J'ai fait rentrer le diw bar. Ouais, OK. Si je fais rentrer dedans, il faut que je retranche. Je ne m'y prends pas très bien, mais peu importe. Il faut que je retranche. Donc avant de faire ça, et après je vais le faire. Il faut que je retranche ce que j'ai rajouté, qui est un moins AIJ, DIJ, le W bar, M. OK. Et ce qui est à l'intérieur, je mets W bar, MW bar. Voilà. Donc là, tous ces termes-là sont bons. Je continue ma liste. Il y a le moins DI de BIM W bar, auquel je ne touche plus, qui est bon. Et j'ai un plus divergence B, M, W bar. OK, donc là, je peux effacer. Ça correspond à tout le terme qui est ici, et qui est multiplié par un dt, j'avais oublié de l'indiquer. Alors, regardons un peu ce que l'on a ici. Si je divise par W bar ici et que je mets un W bar là, donc moins DIJ à IJ, excusez-moi, MW bar, ça c'est le bon terme. Donc celui-là, je l'ai réécrit. Le deuxième terme, j'ai divisé par W bar, multiplié par W bar. Donc ça c'est un DI d'un champ de vecteurs qui est comment? Gradient W bar sur W bar, j'ai déjà dit, c'est C infini, et ça décroît comme en 1 sur X. Donc ça et ce terme-là, ils sont exactement du même type. Celui-ci, il est exactement également, pour la même raison, du même type. Donc ce que vous avez, c'est un DI d'un BI tilde MW bar. Vous avez changé de créer le poids, ça consiste à juste changer la dérive, de la même façon que ici, ça consistait à juste changer la fonction d'observation. Donc ce terme-là, pour la même raison, c'est gradient W bar sur W bar et est une fonction régulière. Donc je l'associe au J. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des termes d'ordre 0 qui font apparaître un plus C, MW bar, et je vais écrire ce que c'est ce C. Et donc la fonction C, c'est un terme d'ordre 0, c'est juste un terme multiplicatif, et la fonction C, elle est quoi? Elle est à quelques erreurs de signe près. C'est la divergence de B, moins, ça c'est correct, et moins AIJ, DIJ W bar sur W bar. Qui est à nouveau une fonction qui est aussi régulière que B et AIJ. Donc là, il y a zéro problème. Et on a une équation qui est
essentiellement une équation comme précédemment, à part qu'il y a le rajout dans l'équation de m dz, donc de changer, d'incorporer le poids dans la solution, on obtient exactement la même équation, mais on obtient exactement la même équation avec simplement l'ajout d'un terme totalement inoffensif, qui est un terme en plus Cm ou m dans l'équation. Bon, je devrais dire m bar, hein, c'est où m bar est l'inconnu, qui est maintenant peut être regardé dans L2, dans HS, etc., etc. Dans HSP, là, on n'a plus besoin on est ramené au cas précédent parce que le terme en Cm bar ne change rien à toutes les estimations. Et donc, bon, j'y ai passé un peu de temps pour montrer que, effectivement, si on veut être cohérent, puisqu'on a des mesures bornées, de dire je travaille dans L2, ça ni ne contient, ni n'est contenu dans les mesures bornées, donc ce n'est pas entièrement satisfaisant. Donc, il faut travailler avec des poids, ou tout simplement rentrer un poids dans la solution, et dans ce cas, le problème est résolu, et c'est simplement un terme d'ordre 0 qui ne change absolument rien, donc je ne vais pas me traîner. Hein. J'ai essayé de condenser le plus possible, ce sont des équations déjà un peu lourdes, et pas de faire le plus général possible. En tout cas, celui-ci est inoffensif, et donc la faute commise, enfin faute, hein, je n'étais pas parfaitement conscient de la chose, mais ce que j'ai mis un peu de temps à vous avouer n'est pas gênant, c'est juste une petite modification. Dans la littérature, ce que vous trouverez, que ce soit dans ce que j'avais fait il y a longtemps ou dans ce qu'on fait SGAIC et Gozzi, vous trouverez beaucoup du travail d'espace à poids qui est un peu traditionnel, comme je l'ai fait avant de faire le changement de fonction inconnue. Et c'est assez utile parce que ça évite des questions un peu pénibles de commutateurs avec des poids, etc. Surtout si on veut être un peu économe sur la régularité et travailler dans des HSP. Ce que je ne me lancerai pas là-dedans. Je vous avais déjà expliqué comment les bornes marchaient. Bien. Alors donc, comme je vous l'ai annoncé, on va maintenant aller vers les résultats de comparaison, vers la notion de solution. Vers la notion de solution de l'équation de la JB correspondant au contrôle de l'équation de m dz, vers la notion de solution et le principe de comparaison. J'y vais parce qu'on va commencer à mettre en place des idées, et puis tout au bout, on aura une définition précise, et une définition précise et un résultat de comparaison. Alors, la première observation, c'est d'abord de rappeler l'équation. Donc, l'équation, il y a une chance sur deux pour que j'oublie les termes. Ah, tellement. dV sur dm dans la direction de l'opérateur moins dij à ijm. Tout ceci dépend d'un contrôle.
OK? Bien. Les termes du deuxième ordre. Alors, il y a les termes de dérivée seconde par rapport à m, les termes de dérivée seconde par rapport à y, hein, qui est la partie observée du système diffusif, et les parties couplage. Alors, ce que vous allez avoir ici, c'est... j'ai vraiment envie de virer le moins devant divergence de gamma m, vous changez gamma en moins gamma, ou b en moins b, c'est pareil. Hein. Mais enfin, peu importe. Donc le signe là, ne vous y arrêtez pas. J'emploie pas tous les indices, hein, y en a un paquet un peu partout. Là, c'est quelque chose qui est typiquement une fonction qui a des composants, c'est une fonction de x dans RD qui a des composantes. C'est aussi une fonction de y, mais bon, peu importe. Et ça, c'est le terme de dérivée seconde pure. Donc c'est une dérivée seconde pure dans cette direction. Un demi ne gâcherait rien. Les termes en y maintenant, donc typiquement, je ne sais pas, je suis un peu à court de notation, mais je ne sais pas, je vais l'appeler moins CKL D2V sur DYK DYL. Tout ceci est donc typiquement C alpha, c'est 1 demi de mu alpha transposé. Bon, je n'ai pas mis de terme de dérive en Y, mais je pourrais en avoir parce que, a priori, dans MDZ, il n'y en a pas. Mais on pourrait les rajouter si on voulait faire plus général, c'est pas gênant. Pour l'instant, je mets de côté les termes de méconnaissance. Hein, c'est le pire cas d'un joueur adverse. Le pire cas en termes d'erreur de méconnaissance sur la dérive ou de méconnaissance sur le bruit. Ça, j'expliquerai les modifications la semaine prochaine lors du dernier cours. C'est vraiment que des modifs et j'en ai déjà un peu parlé, mais le terme de dérivée croisée, puisqu'il y a du B à la fois dans l'évolution de M et dans de Y, qui est un D2V sur DY dm. Donc là, pour la dérivation en Y, c'est un mu alpha M. Oui. Et pour la dérivation en M, c'est la même chose, c'est un moins divergence de gamma alpha M plus H alpha M. Bon, donc, et puis il y a un coup qui est un moins F alpha, et ouf, on y est arrivé. Voilà l'équation qui va nous occuper quelque temps. Donc je pense que ça, j'y toucherai pas. Je n'ai pas envie de devoir la réécrire aujourd'hui. Il faudra certainement que je la réécrive la semaine prochaine. Bon, alors je ne vous rappelle pas toutes les hypothèses. Tous les coefficients sont bornés, réguliers en XY, etc., et uniformément en alpha. Alpha, et c'est l'ensemble des valeurs du contrôle, et par exemple, un espace métrique compact, et je ne reviens pas là-dessus. En revanche, deux choses à préciser, c'est F alpha, et ça on a vu que c'était important lorsqu'on a étudié la continuité de la fonction valeur par rapport au couple MY. Ce que l'on a vu,
c'est qu'il fallait que le F-alpha soit continu pour la topologie faible de L2. Alors, et que dans le cas d'information partielle, on a simplement une fonction qui est une fonction de y et de m, qui est donnée par cette expression linéaire, qui est donc bien entendu à toutes les propriétés de continuité par rapport à toutes les topologies que vous voulez, mais en particulier la topologie faible. Bon, donc ça, c'est l'exemple canonique. On peut faire plus général, on peut toujours faire plus général. Très longtemps, j'avais écrit un article et Mike Randall m'avait dit quand même, ta remarque, là, ta suite de remarques, la première remarque consiste à dire on peut faire plus général, la remarque 1, remarque 2, on peut faire plus général que dans la remarque 1. Donc ça revenait à peu près à ça. Ça, c'est un peu le souci avec en analyse, on peut toujours plus généraliser. Le fait qu'on ait ici une non-linéarité convexe par rapport aux dérivées de V n'est pas très important. D'ailleurs, on verra beaucoup la semaine prochaine que justement, si on rajoute des méconnaissances et qu'on fait entre guillemets du contrôle robuste ou à moindre regret, peu importe comment vous voulez les appeler, en tout cas en regardant le pire cas, le pire scénario possible, vous avez assez naturellement un truc qui n'est plus convexe. Il y a un sup, il y a des infs, il y a tout ce que vous voulez. Là encore, ce n'est pas le point important. Qu'est-ce que l'on sait a priori sur les solutions? J'ai commencé à lister ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que V est une fonction qui est bornée uniformément continue sur quoi? En temps. Alors RK, ça c'est pour le Y. Bon, je vais commencer par le M parce que c'est quand même la partie la plus difficile. Donc un BRW qui va vouloir dire une boule de l'espace dans lequel on travaille, donc par exemple L2, croix RK, ça c'est pour Y, et croix 0T, ça c'est pour le temps. Donc ça c'est quoi? C'est la boule fermée de rayon R. Donc c'est l'ensemble des F en norme L2 majoré par R, équipé de la topologie faible de L2. OK? On sait aussi que le V, en fait, il est continu. Et uniformément continu sur les bornées. Donc je le mets entre parenthèses, ça peut servir. On sait aussi que V, il est nambuc. Alors, dans B, la boule de rayon R, mais dans H-1. Croix RK, croix 0T, ça c'est parce que... Enfin, c'est ce qu'on a vu sur toutes les estimations de stabilité et de continuité. Donc je peux regarder ceci, et là pour l'instant c'est ce que je vais faire dans L2. Je pourrais travailler dans H-1, auquel cas il faudrait tout décaler d'un cran. Je pourrais travailler dans H-18 pour être sûr que j'ai en dimension suffisante, qui doit être inférieur à 36, tous les... Non, inférieur à 18. Tous les éléments des mesures bornées. Ouais. Peu importe. Mais bon, je choisis L2, mais en fait, comme on a des dynamiques que l'on peut mettre dans les espaces que l'on veut, on pourrait les mettre dans des espaces très réguliers ou très irréguliers, on a droit à tous les espaces. Y compris L1, les seuls espaces dans lesquels on ne sait pas vraiment travailler, c'est l'espace des mesures. Sur la dynamique,
ou dans des espaces de type L infini ou de type L1. Alors donc les HS1, ça ne marche pas. Les W-M1, WM1, BV, ça, il y a des problèmes. C'est des histoires de commutateurs, il y a la régularité du Laplacien qui ne marche pas, et on n'y peut rien. Bon. Donc, pour qu'on comprenne un peu la stratégie d'unicité et de démonstration du principe de comparaison, je me contente de regarder L2, et on va voir dans un instant qu'on a aussi besoin de H-1. On ne peut pas se contenter d'un seul espace. OK. Alors, là, je n'ai dit que des choses sur des boules. On a une équation aux dérivées partielles. Il faut comprendre un comportement à l'infini. Et donc, je vous rappelle que l'on sait que V de Tmy est majoré. Tout ça, c'est ce que l'on a vu avant les fêtes de fin d'année. Donc, c'est C fois 1 plus M. Hein, là-dedans, le temps, il est toujours entre 0 et grand T. Hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose sur les AIJ. 1 plus Cm, c'est une croissance au plus linéaire, ce qui est normal parce que la donnée, les fonctions coûts sont à croissance au plus linéaire. J'ai oublié de parler de la condition initiale, elle arrive. Je n'ai pas précisé dans quel espace C. Je sais que c'est vrai dans L2 et je sais que c'est vrai dans H-1, je sais que c'est vrai dans n'importe quel espace. Donc L2, H-1, c'est des informations que j'ai, je vais voir si j'en ai besoin de l'un ou de l'autre. Évidemment, j'ai envie d'avoir l'hypothèse la plus faible, mais ça, on verra au fur et à mesure. Alors, sur les conditions initiales, bon, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Hein. La condition initiale, je vais quand même la rajouter un peu au-dessus. Eh bien, vous mettez exactement ce que vous avez dit sur V. Donc, je ne vais pas répéter, hein, c'est buc de BRW croix RK, croix RK, il n'y a plus de temps, hein, etc. Donc, il faut être cohérent. Ceux-ci, on les avait obtenus sous un certain nombre d'hypothèses comme ceci. Mais en fait, rappelez-vous, de quoi s'agit-il? C'est fondamentalement un G de xy fois m de x. À nouveau, hein, c'est un terme linéaire. Dans le vrai problème de contrôle stochastique avec information partielle, vous avez une fonction coût qui est aussi régulière que vous en avez envie. Hein. Après, on peut toujours regarder de quelle régularité on a vraiment besoin, qui dépend de x et de y. Et à nouveau, c'est une expression linéaire. Et qui est bornée, avec toutes les dérivées bornées, etc. Donc c'est pour ça qu'évidemment, vous récupérez toutes ces informations dans ce cas particulier, mais on ne va pas en avoir besoin dans l'analyse. C'est simplement ça, c'est ce que l'on a lorsqu'on prend la fonction valeur du problème de contrôle stochastique avec information partielle. Bien. Donc ça, c'est le premier point, c'est les notations. Et j'ai dit qu'il y avait un point qu'il fallait préciser. C'est la relation absolument fondamentale, il n'y a pas d'antidiffusion là-dedans, et c'est la relation absolument fondamentale entre les AIJ alpha et les gamma alpha. Donc AIJ alpha est supérieur à 1,5
de gamma alpha transposé, plus nu fois l'identité. Donc ça, on avait eu besoin pour les estimations, déjà, pour que l'équation de MdZ soit bien posée. Et puis, j'ai effacé que C alpha était mu alpha transposé. 1,5. Voilà, donc ça j'ai oublié de le dire, on l'a croisé, on a bien compris pourquoi il fallait ce genre d'hypothèse, sinon l'équation, la dynamique derrière risquait d'être mal posée, etc., etc. Donc que ça soit supérieur ou égal, c'est une condition nécessaire pour que ça soit bien posé. Le fait que ça soit qu'on rajoute un peu de défini positif, ça nous assure qu'on n'a pas de souci de dégénérescence. On pourrait reprendre toutes ces questions avec en plus des possibilités de dégénérescence. Il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Bon, à nouveau, des extensions sont possibles. Alors, ça c'est bon, et je crois que c'est tout pour ces rappels. OK. Alors, dans des techniques de comparaison, de solutions de viscosité, il y a d'abord essayé de définir, et ce que l'on avait vu, c'est ce qu'il fallait je vous avais expliqué que si on veut aller vers une définition de solution de viscosité, on regarde V moins phi, on va dire qu'elle admet un maximum local en M0, Y0, T0. Strictement positif, parce que sinon on est sur le bord du domaine. Okay. Et ce que l'on avait déjà compris, c'était que aussi bien pour localiser, travailler dans des boules de L2, que pour gagner un peu de régularité du point de maximum. C'est ce que l'on avait vu lors du dernier cours. On avait intérêt à un petit peu rajouter de la norme L2. Et là, il y a tout de suite, si on travaille dans L2, on n'est pas en train de rajouter une fonction singulière. Contrairement à d'autres exemples que j'ai donnés la semaine dernière, c'est une fonction qui est C infini sur L2. Ce que ce terme rajoute, modulo permet d'avoir, c'est d'en déduire, tout ça on l'a vu la semaine dernière, parce qu'on fait exactement comme pour les estimations L2 de l'équation de MdZ, ce que cela permet d'en déduire, c'est que M0 n'est pas maximum local dans L2. Donc c'est dans L2 croix RK croix 0T. OK. Ce que l'on a déjà vu, c'est que ceci, on s'attend à ce que ça entraîne que M0 soit dans H1, soit un peu mieux fichu. Pourquoi? C'est parce que cette partie-là de la fonction test, lorsque vous la balancez dans l'équation, ben le bon goût ici, en faisant toutes les intégrations par partie, ça vous fait du m fois moins des AIJ, vous intégrez par partie, et vous êtes en train de refaire sur le dp
les estimations a priori L2 sur la dynamique stochastique de MdZ. Donc, c'est ce que j'avais déjà expliqué avant Noël. Et ça reste toujours vrai. Alors, il y a quand même deux questions. C'est que lorsque vous injectez phi plus delta m carré, ben, il y a des termes en phi. OK? Première observation. Et deuxième observation, c'est que ça, ce n'est pas nécessairement totalement suffisant que M0 soit dans H1. Parce que là, j'ai des dérivées secondes, donc ça, c'est du H-1. OK? Donc, si l'on veut aussi bien obtenir une estimation a priori M0 dans H1, sachant qu'il y a du phi, donc on raisonne un peu à l'envers. On sait que M0 est dans H1. Ça, c'est dans H-1. OK? Je multiplie par la dérivée en m de la fonction test. La dérivée en m de la fonction test, c'est phi, c'est le gradient de phi, plus delta m. Bon, le m fois l'opérateur, ça me donne la norme H1 au carré. Et donc, le problème, c'est le dφ sur dm fois H-1. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ben, ce qu'on est en train de dire, c'est que les fonctions de test qui sont là, des fonctions régulières, si je prends des fonctions qui sont régulières sur L2, ben, ce terme-là, à quoi il sert? À rien, puisque c'est au même niveau. C'est déjà une fonction régulière sur L2. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux des fonctions qui soient régulières dans L2, mais encore plus régulières au sens où la dérivée est dans H1. Et dans H1, oui. En d'autres termes, je veux qu'elle soit C1 dans H-1. Alors ça, je vais expliquer un peu en détail, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais prendre une fonction régulière. Sur L2. Ça, c'est le minimum. Et ça, je viens de vous expliquer que ça ne suffit pas pour pouvoir définir l'inégalité. Je veux que le gradient phi de m soit dans H1. Alors ça, une bonne manière de dire les choses, c'est que cette fonction peut s'étendre à une fonction. Elle est définie sur L2, mais on peut l'étendre dans une fonction qui est C1 à valeur dans H-1. Donc, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que le dual de L2, c'est L2. Dans tout ce qu'on a trafiqué, on a toujours identifié L2 et son dual. Donc, si vous avez une fonction qui opère sur H-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient phi de m, a priori, il appartient à l'espace dual de H-1. Et l'espace dual de H-1, c'est H1. OK. Donc, quand vous dites des choses comme ceci, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes simplement en train de dire que la dérivée, c'est pour ça que j'emploie le mot gradient, parce que j'ai identifié L2 avec son dual, vous êtes en train de dire que le gradient phi est gradient phi de m est dans H-1, et vous êtes même d'ailleurs en train de dire qu'il est continu dans H-1 à valeur dans H-1. C'est ça, C1. Je répète ce que j'ai dit. Le gradient phi de m, il est dans H1, et il est continu de H-1, lorsque vous faites varier les m dans H-1, à valeur dans H1. En fait, on a besoin d'un peu moins que ça. Mais je ne veux pas vous perdre là-dedans. Ce dont on a besoin, c'est fondamentalement
c'est un peu plus que continu dans L2 à valeur dans H1, mais bon, peu importe. Le truc le plus important, c'est de savoir où est le gradient. Parce qu'on sait bien que pour les démonstrations d'unicité, à la fin, le phi, c'est une fonction quadratique. Donc la régularité, ben, ça va dépendre de dire quelle forme quadratique je prends. Bien. Alors, donc ça, c'est un premier point auquel il faut veiller. Donc M0 dans H1, ça c'est toujours bon. Et est-ce que ça, maintenant, cela permet de conclure? Donc ça, c'est exclu tout de suite. Donc attention. Phi égale 1 demi, 1 sur 2 epsilon, ou lambda sur 2, l'intégrale de m moins m' au carré. Hein, là, on travaille dans L2, on a toujours envie dans les solutions de viscosité de travailler avec la norme au carré de la différence. Ben ça, on n'y a pas droit, hein, puisque c'est la norme L2. Donc non. Pas admissible. En revanche, phi égale lambda sur 2 m moins m' h moins 1 au carré. Oui. Bah, c'est clair. Ah. Et je dirais ça vaut mieux. En effet, rappelez-vous, quand on a passé pas mal de temps sur les questions de stabilité de la solution, on avait compris, c'est une équation linéaire en M, la stabilité à Y fixée. En Y, on a une simple équation différentielle stochastique, on sait très bien depuis tôt toutes les informations de stabilité, de caractère lipschitien, mais je vous avais dit, attention, la stabilité couplée en MY, elle coince. Parce que vous êtes en train de regarder deux opérateurs quand vous faites des résultats de comparaison, vous êtes en train de comparer l'action de deux opérateurs différents dont les coefficients sont réguliers en Y, mais ils bougent avec Y. Et donc vous faites des erreurs en Y moins Y' qui sont dans H-2. Et ça, vous ne pouvez pas le rattraper dans le 2 uniquement. Et donc, souvenez-vous, quelle était la stratégie pour avoir une bonne estimation de Lipschitz sur l'équation de MdZ? C'était de travailler dans des bornées de L2. Rappel, sur les bornées de L2, pour MdZ, on a une estimation Lipschitz des trajectoires dans H-1 croix RK. Et là, on est en train de retrouver ceci, hein, pour définir l'équation, mais aussi parce que sinon, il n'y a aucun espoir de... Et les estimations, honnêtement, je ne connais pas d'exemple où on ait des bonnes estimations sur la dynamique et on ne sait pas faire un résultat d'unicité sur les solutions de viscosité. Hein. Si on a une bonne estimation de Lipschitz, en général, ça doit marcher. Et s'il n'y a pas, il faut faire gaffe. Rappel. Et donc là, ce terme-là, il localise dans L2, donc on est dans la bornée de L2, et après on travaille avec des estimations dans H-1. Et là, on a peut-être une chance de pouvoir prendre un phi qui soit ceci, plus un lambda sur 2, y moins y' carré. Alors on peut être un peu plus économique sur les normes en ne prenant pas les mêmes coefficients ici et en jouant sur le coefficient en Y
puis sur le coefficient en m. Ça ne permet toujours pas d'atteindre L2 parce qu'on sait qu'il y a un vrai problème et que c'est essentiellement faux. Mais on peut gagner un chouïa. Alors, j'insiste, c'est que cette difficulté, remarque, on peut contourner cette difficulté dans un cas particulier, c'est s'il n'y a pas de Y. Donc ça, c'est vraiment le Zakai classique. Bah, s'il n'y a pas de Y, on savait faire des estimations de stabilité. C'est une équation linéaire, donc stabilité, ça veut dire Lipschitz, hein, une application linéaire bornée, elle est continue, elle est lipschitzienne. Donc, on sait le faire dans L2. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de tout ce fatras. On a quand même toujours besoin de définir l'équation, mais là, il y a une astuce que j'indiquerai un peu plus tard de régularisation pour à la fin ne trouver que travailler que dans L2. Lorsqu'il y a des Y, je réfléchissais vaguement à est-ce qu'on pourrait contourner la difficulté en passant par des fonctions C1 sur H-1 qui approchent des fonctions C1 sur L2. Le vrai problème, c'est le Y, parce que dans L2 en dur, ça ne va pas marcher sur les estimations d'erreur entre Y et Y'. Je dois dire, suite à la discussion avec Lars Hansen, on s'est dirigé vers des modèles un peu généraux comme ceci. Et honnêtement, le rajout de Y, ça ne change rien. Et puis, c'est juste en réfléchissant quelques jours avant le premier cours que je me dis, ah si, quand même, ou peut-être même le deuxième cours, quand même, il faut faire un peu gaffe. Comme quoi, ça sert que de faire des cours, même si je fatigue. C'est quand même utile pour ne pas négliger des points délicats. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est une tentative de fonction test. Hein. En fait, quelque part, j'en suis à la deuxième ou troisième itération de construire les fonctions test, construire... Bon. Alors, quelle formulation adopter? On a déjà compris pourquoi le fait d'avoir mis un moins delta à l'intégrale de m carré localise, permet d'ailleurs au passage d'avoir un maximum local. Hein, un truc comme ça, je vais dire qu'elle est minorée. Non, j'en ai pas besoin, mais si elle est minorée, vous avez un maximum global sur L2. Donc, c'est pas compliqué à générer. Vous me direz, oui, mais j'en suis pas à créer un point de maximum, je suis une définition, mais quand même, il vaut mieux savoir si on sait créer des points de maximum ou pas, on en aura besoin dans l'unité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quelque chose qui tend vers moins l'infini à l'infini, donc quand je maximise, si j'ai envie de maximiser globalement, il n'y a pas de problème. Dès que phi est minoré, toujours pas ou majoré, je ne sais pas lequel des deux, non, minoré. Dès que phi est minoré, je vais savoir que les suites maximisantes sont dans un borné. Si elles sont dans un borné, je sais que c'est faiblement continu. Et donc, je vais pouvoir passer à la limite
par la compacité des boules sur la convergence faible. Donc ça, c'est cohérent. Et quant au phi, évidemment, il récupère lui aussi automatiquement de la convergence faible, enfin de la continuité pour la convergence faible. Donc ça, c'est cohérent, on n'aura aucun problème pour générer des maxima. Maintenant, si on revient à la définition, donc on peut tenter ça. Donc si j'ai un maximum local, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de remplacer partout où j'en ai donc ça, je vais l'écrire une fois, je ne vais pas l'écrire 36 fois. Sub sur alpha. Alors là, je veux prendre le défi sur dm et lui injecter dans la direction moins DIJ de AIJ alpha m moins DI de BI alpha m. Bon, il y a beaucoup d'autres termes, mais on va y arriver. J'ai oublié qu'il y avait des termes d'ordre 2, donc pardonnez-moi, je remplace C1 par C2. Bon, alors ça c'est embêtant. Les fonctions de classe C2 dans des espaces de dimension infinie. Mais je m'en fous un peu parce que, essentiellement, le seul phi dont je vais avoir besoin, c'est la norme h-1 au carré, qui est quadratique. Donc ça, c'est pas très gênant, ça c'est l'avantage d'être un espace plat. Bon, donc on pourra être amené à réfléchir un tout petit peu là-dessus, mais c'est pas très grave. Bon, tant pis. Alors, est-ce que ce que je suis en train d'écrire là a un sens? On sent que le pire, je sais que le défi sur dm qui est dont je vous ai expliqué pourquoi il était dans H1, et ce terme-là, si M0 est dans H1, il est dans H-1. Donc l'interprétation, bien entendu, de cette dérivée directionnelle, c'est la dualité entre défi sur dm et ce bazar-là. Alors vous pouvez l'écrire comme une intégrale en disant l'intégrale de di de défi sur dm fois tout ce bazar-là. Ça rallonge la formule et ça ne la rend pas plus claire pour autant. Donc oui, ça a un sens, mais voilà l'interprétation de la dérivée directionnelle. Alors j'ai traité tous les termes en phi. Moins les termes de dérivée seconde. Alors, même chose, là vous allez avoir une application bilinéaire sur H1 croix H1. Donc, c'est un signe moins. Ouais. À nouveau, pensez m-m' h-1 au carré. Bon, je ne vais pas tout réécrire. Alors, ce terme-là, il est quelque part beaucoup plus simple. Parce que si je sais que M0 est dans H1, ce terme-là, il est dans L2. Donc, j'ai juste d'avoir une fonction bilinéaire, une application bilinéaire bornée sur L2. Donc, vous voyez que
bon, C2 dans H-1, là, pour le coup, L2, ça suffit. Bon, on garde ça en tête, hein, on voit qu'il y a un peu de flexibilité, là. Alors, le terme en Y, il est standard, donc le premier terme en Y, je crois qu'ils y sont tous. Et pour l'instant, je ne mets que les termes en phi. Alors, le terme en Y, il est standard, je crois que c'était un CIJ. Ouais. C'est KL parce que ce n'est pas le même nombre de dimensions, mais peu importe. OK. Donc ça c'est bon. Et évidemment, j'ai oublié de dire que ça dépendait aussi de Y. Donc c'est RK. Le dernier terme, en fait, il ne pose pas trop de problèmes non plus. C'est un moins d2 phi sur dy dm. Mu alpha m, ça c'est dans L2. Et l'autre, il est aussi dans L2 si M0, c'est un M0, pardonnez-moi. Et l'autre, il ne pose pas de problème parce que c'est un moins divergence de gamma alpha M0 plus H alpha M0. Et lui aussi, il est dans L2 si M0 est dans H1. Bon, donc je mets entre parenthèses le C2 parce que C1 a valeur dans H-1, on en a vraiment besoin. Mais une fois que M0 est dans L2, vous voyez que ce que vous voulez sur les dérivées secondes, vous voulez qu'elles existent. Et vous voulez que les dérivées secondes soient une forme, la dérivée seconde en M, soit une forme bilinéaire bornée sur L2. Ça suffit. Alors, le terme en delta. Bon, je vais déjà là, tout de suite le retrancher, moins F alpha. Alors, le terme en delta, bon, ici, il ne dépend pas de Y, donc on oublie les dépendances de Y, il ne dépend pas du temps. Alors, il ne dépend pas du temps, on peut être amené néanmoins à garder une dépendance en temps. Et d'ailleurs, si je veux faire les choses proprement, j'aurais besoin de mettre un delta de t. Donc je vais le mettre ici, c'est plus sûr. Donc ça c'est un delta prime, l'intégrale delta prime fois l'intégrale de m carré. Vous allez voir tout de suite que ça joue un rôle. En fait, delta de t, ça sera typiquement un delta et puissance ct. Hein. Je vais l'appeler at, avec un a suffisamment grand. On avait déjà observé ça dans les questions de localisation. Hein. Ce n'est pas nouveau, on avait besoin de ceci. Là, je n'ai pas encore travaillé sur les... De la même manière, on avait vu dans les questions de localisation que le lambda qui était devant m-m' h-1 au carré, le lambda, ça sera un lambda de t, même chose avec des exponentielles. Hein. Pour gagner dans les dérivées en temps, justement, un bon terme. Après, je continue dans le sup avec le delta. Donc le moins f alpha, il y est déjà. Tout ça avec le delta m carré, il n'y est pas. Et donc on a essayé un sup où on a, ce sont les estimations L2, tous les termes dans lesquels on va injecter la norme L2 au carré ici, tous ces termes-là, disais-je, sont des termes qui sont minorés
par un nu delta fois l'intégrale de m carré, n'importe quoi, nu delta fois l'intégrale de gradient m carré, moins c delta fois l'intégrale de m carré. Ça, c'est le calcul des estimations a priori. Ça ne dépend pas de alpha, donc je sors du sup. Donc tout ça, c'est le calcul que l'on a fait sur la stabilité L2, sur la dynamique, et on a exactement le même calcul. Je vous avais expliqué ceci lors du dernier cours. On a exactement le même calcul, au niveau de l'équation d'usage. Bien. Alors, c'est évidemment ce terme-là qui est la raison pour laquelle, hein, tout ça on l'avait vu avant les vacances, c'est ce terme-là qui est la raison pour laquelle on va savoir que, c'est le vieil argument de perturbation qu'on avait introduit avec Mike, hein. C'est ça qui nous assure que M0 est dans H1, et un peu mieux. Après, on a mis ce qu'il fallait pour phi que le sup soit constant. Et vous voyez qu'effectivement, si vous choisissez delta de t pour être delta et puissance C0t, ou AT, et comme ça, si vous voulez garder un peu de normal 2, parce que là, maintenant que je vous ai expliqué avec les poids, j'ignore complètement toutes les questions à l'infini. Donc ça, là, je les jette complètement. Donc je fais comme si la norme du gradient au carré contrôlait la norme L2. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez que si vous prenez ceci, par exemple, bah, ça disparaît. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez un terme positif. Bon. Alors, j'efface ceci. Et donc, vous avez ensuite une inégalité de sous-solution de viscosité dans lequel vous avez tous les termes habituels. Je me suis planté. Ce n'est pas un V, c'est un phi. Tout ceci, c'est évidemment, on le voit avec les M0 qui sont là, c'est au point M0, donc je vais bien insister là-dessus, c'est en M0, Y0, T0, comme d'habitude, pour les solutions de viscosité. Et vous avez une inégalité qui est renforcée par l'intégrale de gradient M carré. Et donc, a priori, pour l'instant, permettez-moi de ne pas choisir, je peux le garder ou pas dans l'inégalité. Cette inégalité est vraie, et si je l'enlève, c'est encore plus vrai. On verra. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est pour ça que j'ai intitulé cette section du cours « Vers la notion de solution et le principe de comparaison ». Bon, là, on commence à voir apparaître une notion. Il y a un petit peu sur les fonctions de test à voir ce dont on a réellement besoin. Et puis, on a un peu de flexibilité sur la définition de sous-solution. Alors, non, j'avais dit que j'effaçais pas ça. Ouais,
Troisièmement, alors, on s'attend effectivement à travailler avec une fonction donc grand W, hein, c'est plus le poids tout à l'heure, de m, m', my, m', y', qui est v de myt moins v' de m', y', où v va être une sous-solution, en un sens que je n'ai pas complètement rigidifié, hein, et v' va être une sursolution. On se doute que le dédoublement du temps peut être éliminé comme d'habitude, ça c'est complètement mécanique, c'est la linéarité de la partie de dérivée temporelle. Bon. Donc ça, j'ignore. On va avoir une équation doublée. Et pour l'instant, je jette un voile pudique sur les termes de dérivée seconde. Et on va essayer de... Enfin, pas essayer. On va regarder un point de maximum en toutes les variables de W, moins 1 sur 2 epsilon. On se souvient que par localisation, il y aura peut-être besoin de prendre un e puissance kt. Mettre ici m moins m', la norme h-1 au carré, plus y moins y'. Ah, donc après, dédoublement de variables, bon, les puissances kt, c'est pour absorber les bonnes constantes, oubliez-le pour l'instant. Ce qui est important, c'est la forme quadratique qui est ici. Et puis, les deux termes de localisation, et par symétrie, je vais les prendre en m et en m'. Et toujours en oubliant temporairement les termes d'ordre 2, en oubliant temporairement les termes, le doublement des termes d'ordre 2, le doublement des termes d'ordre 2, il va falloir le faire, au moins formellement, en complétant le carré, hein, comme je l'avais expliqué dans les petits rappels sur les solutions de viscosité. Une fois qu'on aura fait ça, si on arrive à faire ça, ce qui pose un vrai problème parce qu'on est en dimension infinie, mais si on admet que l'on peut faire ça, à ce moment-là, les termes d'ordre 2 ne vont pas poser spécialement de problème, même s'ils sont eux-mêmes non bornés, puisque c'est des termes d'ordre 2 avec des dérivés, avec des opérateurs non bornés ici, hein, des termes différentiels d'ordre 1. Donc ça, c'est la stratégie à laquelle on s'attend. Le fait qu'il y ait un point de maximum global de ceci, ce maximum, donc, par rapport à toutes les variables, hein, m, y, m', y', t. Donc c'est un maximum global. Bah, ça pose aucun problème. Donc, maximum, il y a un point de maximum, m0, m0, y0, m'0, y'0, t0, ça fait beaucoup de variables. Pourquoi il y en a un? Alors, donc, V et V' sont des sous-solutions et sursolutions auxquelles je vais certainement imposer quelles aient les propriétés que j'ai rappelées sur V. Donc je vais dire même propriété de continuité
Même propriété de continuité que là. Donc c'est de la croissance au plus linéaire, et c'est de la continuité par rapport à la convergence faible. Bah oui, dans ce cas, il n'y a plus rien à dire, hein, parce que la croissance au plus linéaire, ça c'est des termes qui sont quadratiques et qui croissent quadratiquement par rapport à la norme. Ça assure que cette fonction tend vers moins l'infini quand la norme de mm' tend vers l'infini. Et si la norme de mm' reste bornée, du couple mm' reste borné, à ce moment-là, on est dans une boule et on a la compacité faible. Ou la semi-compacité faible, puisque j'ai un moins delta ici. Donc, générer un point de maximum grâce aux hypothèses de continuité ne pose aucun problème. Après, la démonstration d'unicité, que je ne fais pas complètement, puisque je voudrais commencer la semaine prochaine avec les histoires de doublement de variables pour les termes d'ordre 2. Mais si je n'avais pas les termes d'ordre 2, on a des estimations h-1 en étant dans un borné de L2, c'est ce que je vous disais avec ces estimations de Lipschitz, qui font que la démonstration de l'unicité va marcher pareil. La démonstration de l'unicité va être exactement la même que d'obtenir ces estimations de Lipschitz sur la dynamique. Parce qu'on va injecter exactement les mêmes objets. Une fois que l'on sait qu'effectivement, on travaille dans un borné de L2. Toujours choisir ces deux espaces. Bon, donc modulo le doublement de variables, on est à peu près ramené en terrain connu. Hein. On a à peu près tous les ingrédients pour faire un résultat de comparaison. Alors, je vais en rajouter une petite couche. OK. Bon, le dédoublé variable dans les termes d'ordre 2, je ne vais pas me lancer là, dans ça maintenant. Je ne sais pas encore exactement comment je vais, jusqu'où j'irai là-dedans, parce que ça existe en plus. Cette partie-là a été détaillée dans les articles, dans le mien initialement, mais aussi par Zwiek et Gozzi. Refaire tous les calculs dans H-1, j'ai pas non plus, je ne vais pas me lancer là-dedans. Peut-être je vais conclure aujourd'hui avec juste une petite remarque. C'est que dans cette démonstration-là, si on l'envisage en se disant, bon après c'est que les estimations que l'on a déjà vues, d'erreurs, etc., enfin de stabilité, pardonnez-moi, ce terme-là, on n'en a pas vraiment besoin. Okay. On en a peut-être besoin pour localiser, mais fondamentalement, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a une assez bonne borne pour non seulement M0 et H1, mais on contrôle un peu sa taille. Alors comment on le contrôle, ça dépend des autres termes, hein, mais bon. Donc le garder ou pas le garder, c'est pas clair pour l'instant. OK. Alors, donc, je vais conclure avec une petite remarque. Donc, l'équation doublée. Et normalement, il y a les termes d'ordre 2. Hein, je récapitule ce que je disais. Le reste semble OK. On est vraiment en train de reconstruire ensemble la démonstration. Hein. D'un théorème dont je ne connais pas encore l'énoncé, encore que vous l'avez déjà presque sous les yeux. Hein. J'ai une sous-solution, une sursolution, qui ont ces propriétés de croissance et de continuité, qui ont une définition, si je prends la plus restrictive, comme ceci en gardant tout, et si initialement
V est plus petit que V', partout V sera plus petit que V'. Donc le théorème, si on connaît un peu les solutions de viscosité, si on a survécu jusqu'ici au cours, on l'a déjà à peu près en tête. On sait où on va. Les termes d'ordre 2, ça c'est plus gênant, mais on en parlera la semaine prochaine. La dernière petite remarque que je voulais faire, c'est sur ces fonctions de test. On a un peu de flexibilité sur la définition précise des fonctions de test. C1 dans H-1, ça ne suffit pas tout à fait. Et en fait, il faut deux fois continuellement dérivable dans L2 et pas dans H-1, mais bon, peu importe. OK. Alors, oui, la remarque que je voulais faire, c'est toujours sur les gradients des fonctions de test. Remarque triviale, hein? C'est qu'à partir du moment où on dit que phi est dans C1 de H-1, le C2, il est un peu trompeur. Lorsque vous dites que phi, ou vous pourriez dire l'ellipsis, mais enfin bon, ça rendrait plus compliqué là, ce que dire C1 dans H-1. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que si M est dans H-1, le gradient de phi de M est dans L2. OK? Si M est dans H-1, le gradient de phi de M est dans L2. Mais en même temps, par le terme de localisation, je sais que M est dans L2. Vous pourriez me dire, mais même, a fortiori, on saura qu'il est dans H1. Non, on ne peut pas non plus trop tricher là-dessus, parce que pour obtenir une borne dans L2 sur le M à partir de l'inégalité, il faut tenir compte du phi. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Si je sais que M est dans L2, bien entendu, si L2 s'injecte dans H-1, un gradient phi de M est j'ai dit dans L2, non, dans H1. Si M est dans L2, a priori, je ne sais pas plus que ça. Ce n'est pas un Laplacien où tout monte d'un cran. En général. Mais dans le cas particulier, pas clair, mais dans le cas particulier de M moins M' H-1 au carré, ou un lambda sur 2, le gradient phi de M, c'est quoi? À nouveau, j'omets les termes d'ordre 1. Ouais, si je vais les mettre. Moins Laplacien plus l'identité, plus 1, fois moins 1, M moins M'. Ça, c'est la dérivée. Voilà, donc on calcule exactement la norme H-1 au carré, vous pouvez la voir comme moins Laplacien plus 1 moins 1 fois M moins M' multiplié par M moins M'. Et donc la dérivée de cette forme quadratique, c'est ça. Et parce que c'est une forme, parce que ça a ces expressions, dans ce cas-là, évidemment, si vous avez quelque chose qui est dans H-1, ça vous remonte dans H1, c'est cette partie-là. Mais si vous savez que M est dans L2, que M et M' sont dans L2, c'est quand même le point de maximum, etc. Ça, c'est mieux, c'est dans H2. Donc, attention, c'est parce qu'on a affaire à une fonction de test particulière, quadratique, explicite, qu'on a vraiment un phénomène comme dans la régularité du Laplacien, c'est que si vous injectez dans un espace, vous gagnez en fait, vous le voyez, vous gagnez 2 crans de régularité. De H-1, vous passez à H1, et de L2, vous passez à H2. Mais attention, ce n'est pas général. Ce n'est pas vrai en général, ça. C'est vrai uniquement lorsque la fonction
a des propriétés, la fonction non linéaire a des propriétés particulières par rapport à ces opérateurs. Bon. Alors ça sera utile. Hein. Donc vous voyez qu'en fait, il serait presque tentant de dire, mais au fond, pourquoi je m'emmerde, pardonnez-moi, à mettre un phi général? Disons qu'on n'a besoin que de phi quadratique. On a tous les spécialistes des solutions de viscosité l'ont pensé à un moment donné, hein, en disant, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On a juste besoin des fonctions quadratiques. Bon. Alors, c'est uniquement pour des démonstrations un peu idiotes qu'on a besoin d'un peu plus de fonctions, style des résultats de stabilité et tout, et encore. Bon. OK. Quand je dis quadratique, c'est au sens quadratique plus affine. Hein. C'est pas homogène de degré 2. C'est-à-dire, fondamentalement, on a besoin au maximum d'un développement au deuxième ordre. Hein. C'est très logique, et puis après, c'est local. Donc ça veut dire qu'on a un peu de flexibilité, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Parce que quand vous voyez ce terme en DIJ, de AIJM, et que vous faites agir le D AIJ là-dessus, si ça c'est dans H2, bah, le DIJ de H2 c'est L2, et donc on n'a même pas besoin d'aller chercher le delta. Hein. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, et je vais arrêter avec cette sous-remarque dans la remarque, donc ça c'est un point qui est quand même assez notable, hein, parce qu'on peut se faire avoir par une notation un peu abstraite là-dedans, etc., et dire, ben oui, ça remonte de 2 crans, et puis pof, non. Ça remonte de 2 crans dans certains cas. Et le cas le plus où ça nous intéresse, c'est vrai. Et l'autre remarque, c'est que s'il n'y a pas de Y, on peut se ramener par approximation à une démonstration qui est entièrement dans L2. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire entièrement dans L2? C'est qu'on peut arriver par approximation à un lambda sur 2, m moins m' en norme L2 au carré. Alors ça, ce n'est pas un objectif intéressant lorsqu'il y a du Y, parce qu'on sait qu'on n'a pas les bonnes estimations. Mais s'il n'y a pas d'Y, on peut se ramener à ça, et une manière de se ramener à ça, c'est de passer par une fonction qui est bonne dans h-1 et qui converge vers celle-ci, et qui est simplement donnée par lambda sur 2, moins epsilon laplacien moins 1 de m moins n'. Donc c'est une norme, c'est équivalent à la norme h-1 au carré, à part, alors le epsilon, c'est vraiment pas, bon, tant pis, c'est pas le même epsilon que dans la fonction test. Donc ça, vous avez le droit de l'injecter dans les fonctions test, vous faites le doublement de variables, et puis vous pouvez faire tendre epsilon vers 0, et ça converge vers cette quantité-là. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce qu'en plus, ça ne marche pas dans le cas général. C'est simplement pour dire que, oui, on a voulu avoir une très grande généralité au démarrage en termes de système stochastique, avec la partie non observée générale, hein, tout est couplé, etc. Après différentes transformations, on s'est ramené à un cas en M et Y, où les variables d'état sont M et Y. On a une équation couplée, équation dérivée partielle stochastique en M, équation différentielle stochastique en Y. Et ce couplage, il introduit plein de difficultés. Bon, surmontable, hein, la preuve. Mais plein de difficultés, il faut faire un peu attention. Et j'en reviens. Mais le gros du boulot, on l'a déjà fait. Hein. On a passé beaucoup de temps sur ces estimations. Vous n'en pouviez plus de me voir appliquer la formule de Ito avec des formes quadratiques, des normes au carré, et étaler des inégalités, et remplir des tableaux d'inégalités. C'est parce que aussi, maintenant, on n'aura plus besoin de les refaire, tous ces calculs.
Et j'insiste sur cette histoire de Y qui nécessite, comme on l'a fait pour la stabilité, de travailler avec deux espaces. Par souci de simplicité, j'ai pris L2 et H-1. Mais tout faire dans un seul espace sans introduire une autre norme, j'y crois même pas. C'est pas que je ne sais pas comment faire, c'est que je n'y crois pas. Parce que ça fait vraiment partie de la nature. Il y a caché derrière l'estimation des solutions d'équations paraboliques par rapport à leurs paramètres, hein, par rapport à leurs coefficients. Et ça nécessite, c'est pas les mêmes espaces que la résolution. On perd de la régularité. Bon, voilà. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Dans le dernier cours, je vais conclure sur le principe de comparaison en admettant, en un premier temps, le doublement de variables, en expliquant quel est l'objectif du doublement de variables, comment on complète les dérivées secondes, et expliquer la stratégie pour contourner le fait qu'on n'ait pas de lemme pour le doublement de variables sur les termes d'ordre 2 en dimension infinie, qui était une stratégie que j'avais employée, qui est quelque part de se projeter, entre guillemets, sur des sous-espaces de dimension finie. La projection étant faite par des maxima ou des subconvolutions partielles par rapport à un certain nombre de variables. Bon, alors comment on met en place cela? Ça sera effectivement avec des bases adaptées de H-1. Je dis adaptées parce qu'on va prendre les bases des fonctions propres du Laplacien, ça sera plus simple. Pourquoi? Parce que ça permet de bien mesurer les régularités. Ce n'est pas que ce soit des fonctions propres du Laplacien, c'est que ça permet de mesurer les régularités facilement. Donc ça, je l'expliquerai, puis je conclurai là-dessus, peut-être avec quelques mots, je vais essayer de ne pas oublier, quelques mots pour dire qu'il n'y a rien qui change lorsqu'on rajoute les termes non convexes de mes connaissances. Voilà le programme du dernier cours. Ça fait pas mal de choses, mais comme sur la partie du deuxième ordre, ce qui est écrit dans Gozzi et Zwiek me convient tout à fait. Je me contenterai de vous renvoyer à l'article en expliquant les petites modifications que l'on doit faire dans le cas qui nous occupe. Voilà, ouf. Bon, bah écoutez, il est temps de vous laisser souffler un tout petit peu avant le séminaire. C'est bien toi, Pierre, aujourd'hui, non ?